Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Joseph Paré, qui est... Joseph, tu es consultant en environnement, c'est ça? C'est ça, je travaille dans une compagnie, c'est ça qui offre des services de consultation en environnement. Donc, c'est ça, Joseph et moi, on se connaît, ça fait très, 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 très longtemps. Depuis le Burkina, on est allé, on se connaît, ça fait, je pense, 10 ans, plus de 10 ans. Non, plus de 10 ans, parce que déjà, on a eu le bac, ça fait 10 ans. On a Donc, si fait de on... la sixième jusqu'à la C'est ça, terminale c'est ensemble. ça, On c'est devait se ça. retrouver ici. Bref, donc, Joseph, c'est un ami d'enfance. On se connaît, ça fait hyper longtemps. Et ben voilà, aujourd'hui, il a accepté, il a gentiment accepté de venir parler de son parcours parce que c'est assez atypique quand même. Il a fait un bac en comptabilité, il s'est retrouvé en environnement, il était en Moncton, il Exact. s'est retrouvé à Sherbrooke. Donc, j'ai trouvé que c'était assez atypique et assez intéressant. Du coup, c'est ça. Bon, ben, Joseph, la première chose, qu'est-ce qui t'a poussé à venir même étudier ici, ben, à Moncton, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'Université de Moncton et la comptabilité? À la base, ce qui m'a vraiment fait choisir l'Université de Moncton, c'est parce que Moncton, au début, ils avaient un représentant, on va dire, de l'université. C'est la Au... go là, la go qui est venue parler à l'école là. C'est une jolie go comme ça, Ah c'est ouais? parler à l'école, présenter l'Université de Moncton. Je me rappelle pas si c'était ça, je me rappelle, tu vois, je me rappelle pas Ben, il de y a cette partie-là, plusieurs par exemple, personnes qui sont parce venues, que, effectivement. parce que le représentant de moi, je me rappelle, là, c'était un de nos grands frères, justement, à Moncton et tout. Et c'est lui, justement, qui nous avait présenté le programme et tout, expliqué un peu comment ça marchait. Et puis, donc, en fait, Moncton, ce qui s'est passé avec ça, c'est que, vu que lui, il était là, c'était comme un point direct avec l'université. Et c'était vraiment simple. Il nous avait résumé tout ce dont on avait besoin. Et il nous guidait aussi sur les programmes qu'ils avaient. En tout cas, il nous a donné des explications assez exhaustives. Et Mhm. puis, c'est ça. Donc, là, on a fourni les documents pour les inscriptions, tout le reste et tout. Donc, vraiment, je dirais que mon choix vers Moncton, ça s'est fait parce que on va dire, c'est l'université qu'on m'a présentée. Et puis, ben, c'est T'as ça. pas cassé la tête en fait, il y avait les informations qui étaient là-dessus. Exact. Et qu'est-ce qui t'a pas plu en comptabilité et qui t'a fait virer en fait en environnement en fait? Euh, Pas nécessairement qui m'ont pas plu. C'est sûr que je préfère, après avoir baigné dans les deux, je préfère l'environnement. Mais c'est juste que quand j'ai fini en comptabilité, je ne me voyais pas nécessairement, on va dire, évoluer là-dedans. Et quand j'avais fini mon bachelor, là, je voulais faire une maîtrise. Et ben, j'étais sûr que j'allais pas la faire, par exemple, en admin. Je voulais la faire dans un domaine différent. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, ça allait être l'occasion justement de poursuivre avec environnement. Parce que même quand j'ai fait de la comptabilité, par exemple, il y a des concepts en lien avec l'environnement aussi de plus en plus qui s'intègrent là-dedans. Je ne sais pas si tu en vois en finance aussi, tu as la comptabilité environnementale, ce genre de choses-là. Mhm. C'est des, des sujets auxquels j'ai été confronté un peu quand j'ai fait mon bachelor. Et donc, après tout ça, l'envie de repartir vers l'idée que j'avais à la base d'explorer le volet environnement est revenue. Et puis là, j'ai décidé de faire en ce moment-là la maîtrise en environnement. Et là, je me suis rendu compte que ça, j'aimais ça encore plus que ce que j'avais fait justement, tu vois, en comptabilité. Et donc, Mhm. je me suis plus, on va dire, lancé professionnellement là-dedans. J'ai envie de te demander, c'est comment la vie à Moncton et l'université de Moncton? Ça a été quoi ton expérience? Je sais qu'on a une grande communauté africaine là-bas déjà pour nous. Ouais, ouais, effectivement. La Il y a ville une grande, anglophone, mais l'université est francophone, je pense. exact. Ça fait que sur le campus, les cours et tout, on les suivait en français. Hors du campus, par exemple, quand tu vas au centre commercial, tout ça, dans les restaurants et tout, je dirais 80, la majeure partie du monde, en tout cas, je dirais peut-être 80%, juste un pourcentage comme ça. À l'époque, en tout cas, où j'y étais, parlait anglais. Donc, quand tu allais dans les commerces et tout, ça allait être anglais que vous allez parler. Donc, effectivement, ça aide aussi si tu veux te pratiquer ton anglais. On va dire, j'ai bien aimé mon expérience.
je dirais la grosse différence par rapport à, par exemple, ce que j'ai ici à Sherbrooke, a été comme plus le fait qu'il n'y ait pas, tu sais, on se retrouve en communauté justement comme ça, dans un endroit quand on est loin de chez soi et tout, tu as tendance à être surtout avec les gens de ta communauté. Ça fait que je pense que j'ai été moins intégré à la culture, on va dire, Mhm, acadienne, par exemple qu'à mhm. la culture québécoise, parce que là, je pense que je me suis plus intégré à la culture québécoise qu'à la culture acadienne. La culture acadienne, c'est quoi? C'est qui ces gens-là? Ben, en fait, l'Acadie, on va dire, c'est comme la région de Moncton et tout là. Les personnes qui sont là, on les appelle les Acadiens. Les locaux, on les Voilà, appelle les Acadiens. c'est ça, C'est quelle c'est langue ça. ils parlent là-bas? Euh, ils ont comme, euh, Ils ont comme une langue qu'on appelle le chiac. Je pourrais pas te Ça décrire ressemble ça ou t'expliquer au vraiment. français, ça ressemble à l'anglais. Ouais, ça ressemble un peu au français. Il y a des mots français, mais il y a des expressions particulières. Et puis c'est assez spécial comme langue, je dirais. Donc, tu es en train de dire que quand tu étais en Moncton, tu étais plus, tu étais vraiment beaucoup plus en communauté, tu étais plus intégré avec les Québécois qu'avec les Acadiens. C'était ça ton point? Ouais, par exemple. Hmm. Ça s'explique peut-être par le fait que à Sherbrooke, justement, la communauté africaine, par exemple, est moins représentée, je dirais, qu'à Moncton à Là, tu n'as l'époque. pas le choix, en fait. Tu n'as pas la facilité de juste aller vers ton frère pour dire. Exact. Eh Mais c'est bon bien, aussi parce que ça te fait sortir de ouais, ta zone de confort. ouais. Tu apprends à connaître d'autres personnes, à découvrir d'autres choses. Donc, c'est une bonne chose en soi. Mais par rapport au coût de la vie, je sais que Moncton est très cheap, même l'université. Est-ce que tu te rappelles un peu de combien tu as payé pour tes cours? Je sais que c'est plus cheap c'est moins Euh, ailleurs. Effectivement, je sais je me rappelle plus exactement, mais je sais que pour l'année, ça pouvait tourner autour de quelque chose comme, je dirais, 12 000, 13 000 douze dollars. mille ouais. 12 000, Alors 13 000 pour qu'ailleurs, l'année. c'est 17 000 facile 17 000 18 000 dollars. Ça fait quand même 5 C'est 000 ça. 10 000 dollars de différence. Mhm. Mhm. Puis les logements, c'est comme les logements, la nourriture. Euh, Nourriture, je dirais que c'est pas mal pareil qu'ici, je pense, à mon avis. Logement, logement étonnamment, bon, à Sherbrooke, les loyers sont vraiment assez abordables. Très, très, très abordable. Mais, mais à Moncton, je dirais, c'est assez similaire, sinon peut-être légèrement même plus élevé, là, de l'expérience que moi j'avais, en tout cas, quand j'étais là. Fait que je dirais que le coût, par exemple, des loyers et tout, était approximativement pareil. Hmm. Donc, ça, c'était mon ton. Maintenant, tu es parti à Sherbrooke. Qu'est-ce qui t'a Mhm. attiré par rapport au programme de la maîtrise en environnement à Sherbrooke? Pourquoi Sherbrooke? Sherbrooke, mais avant d'aller à l'université de Sherbrooke, j'ai regardé, mais j'explorais un peu les différentes possibilités. Et un des avantages qu'on a aussi, qu'on avait à l'université de Moncton, qu'on a dans les autres universités aussi, je pense, c'est que tu peux discuter avec des conseillers en orientation et tout. Et puis, on a passé le programme, je dirais, au peigne fin. Et puis, c'est ça. Là, la conseillère que j'avais, elle m'a expliqué un peu les différentes options que je pouvais avoir. Et elle m'avait proposé plusieurs programmes et elle m'avait parlé de celui de Sherbrooke qu'elle trouvait Mhm. particulièrement intéressant. Et donc là, elle m'a demandé d'aller me renseigner là-dessus aussi, faire mes lectures. Et c'est ce que j'ai fait. Le programme, je le trouvais très intéressant parce que déjà, il était multidisciplinaire et puis il avait très bonne réputation. Et leur régime coopératif est vraiment Mhm. bon, de l'expérience que moi j'ai eue là-dessus en tout cas, Mhm. parce que j'ai fait ma maîtrise en régime coopératif. Et donc tout ça, ça m'a incité à aller justement faire ma maîtrise en environnement. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le régime coopératif, c'est l'alternance entre les études et les stages. Donc, si vous décidez d'étudier, enfin, quand vous étudiez, vous avez différentes options. Ça peut être un régime coopératif, ça peut être un profil international dont vous devez effectuer peut-être une partie, une session ou peut-être un stage à l'étranger.
Il y a différents profils dépendamment des universités. Sherbrooke, j'adore Sherbrooke parce que ça offre justement le profil, le régime coopératif qui, en fait, pour graduer, pour obtenir ton diplôme, tu dois effectuer au moins un stage. Et vu que c'est obligatoire pour obtenir ton diplôme, je pense qu'il y a eu un bon accompagnement pour t'aider vraiment à trouver un stage pour que tu puisses obtenir ton diplôme. Dans les autres régimes, un régime qui n'est pas coopératif, tu peux toujours faire un stage, mais ce n'est pas obligatoire pour obtenir ton diplôme. Du coup, il n'y a pas cet accompagnement poussé là qui vient avec, je pense. Par exemple, à Laval, on n'a pas de régime coopératif. Si tu veux faire un stage, c'est toi et puis toi seul, puis that's it. Ils vont t'accompagner, mais pas plus que ça. Par contre, je pense qu'à Sherbrooke, il y aura quand même un accompagnement qui est là parce qu'ils veulent s'assurer que tu vas diplômer, tu vas obtenir ton diplôme. Je pense que c'est toujours bien de faire des stages, d'acquérir l'expérience pendant que tu étudies, te donner plus de chances d'obtenir un travail quand tu vas terminer. Parce que ici, c'est l'expérience qui prend plus que les diplômes. Et effectivement, j'avoue que pour ceux en tout cas qui comptent faire des études, c'est ça. Ici, je dirais, de manière générale, peu importe le programme, quand on peut le faire en régime coopératif, c'est C'est toujours mieux mieux. de le faire. C'est toujours mieux, ouais. Ouais. Il faut faire des stages en même temps que vos études. Hein. À Mhm. l'école, diplômé, là, c'est bien beau, mais tout le monde peut faire ça. Et que si tu n'as rien pour te différencier, ça va être difficile. C'est un bon travail. C'est ça. Et en plus, on apprend vraiment, parfois ce qu'on apprend, on va dire, dans les cours, c'est pas nécessairement ce qu'on retrouve sur le terrain aussi. Donc, Ouais. c'est pertinent aussi de savoir. Parfois, tu peux te rendre compte de certaines choses que tu n'avais pas perçues, pendant que tu étais en classe. Ça, c'est tellement vrai. Et l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que travailler avec des gens qui ont différentes personnalités, différentes habitudes de vie, c'est vraiment difficile. Bon, je ne veux pas dire que c'est difficile, mais ça peut être difficile. C'est des choses que tu ne vas pas apprendre à l'école. Oui, à l'école, tu as les travaux de groupe, machin et tout, mais c'est vraiment pas la même chose. C'est complètement différent. Et les stages, en fait, t'apprennent un peu, enfin, te donnent vraiment un aperçu très réel de comment ça se passe travailler avec des gens, des Canadiens, des Québécois. Ouais, franchement, si vous avez l'occasion de faire un régime coopératif, j'encourage fortement, ou même sans régime coopératif, c'est toujours mieux de faire un stage ou des stages à côté. OK, et dans le fond, ta maîtrise a duré combien de temps? C'est 40 crédits, je pense, hein? Je me rappelle plus du nombre de crédits, mais je sais que je l'ai commencé en 2016 et je l'ai fini en 2018. J'ai fait 2 ans. C'est Donc, typique, ouais. c'est ça, j'ai fait 2 ans. J'ai commencé à la session d'automne, fait que j'ai fait automne, hiver. Là, j'avais stage en été. Et ensuite, j'avais une autre session d'automne. Et la session d'hiver qui suivait, là, c'était la rédaction de mon essai. Fait que je devais rédiger un essai aussi. Et puis, euh, avec un directeur d'essai. Et puis, mais on n'avait pas nécessairement besoin de le présenter, mais on devait faire ça, en tout cas, avant de pouvoir graduer. Ça ressemble un peu à quoi les cours en environnement? Genre, donne un exemple d'un ou deux cours qui t'ont marqué. C'est quoi que vous voyez? C'est quoi que vous Qui m'ont étudiez? marqué. Mais il y a un cours, il y a un cours que j'ai beaucoup aimé qui était ça c'était plus sur l'urbanisme en fait. Mhm. Mettons, tout ce qui est, on va dire, concept d'urbanisme pour développer, mettons, une ville, on va dire, plus axée sur le côté écologie, environnement et tout. Donc, on voyait, mettons, quand on développe, par exemple, un quartier, ce qu'il faut faire, mettons, les rues piétonnes, les aménagements verts, ce genre de choses-là. Il y avait des cours d'urbanisme. Tu avais des cours aussi, on avait un cours de valeur des écosystèmes. Ça, le côté intéressant que j'ai trouvé là-dedans, c'est un cours où habituellement, on donne de valeur monétaire ou mettons, un arbre ou, je sais pas moi, à l'environnement en tant que tel. Le cours de valeur des écosystèmes, il y a une partie du cours où il y avait comme des méthodes pour évaluer, mettons, la valeur mettons, un environnement, un écosystème en tant que tel pourrait avoir. Donc, il y avait des méthodes de calcul comme pour pouvoir voir, mettons, ton écosystème en soi, ce que ça représentait, mettons. Donc, c'est sûr que ça, des gens qui travaillent avec les chiffres, ça leur parle plus. Et même en rapport avec ça, c'est juste pour dire que les chiffres, c'est toujours pertinent. Il y a même un cours de finance
qu'on avait aussi obligatoire à faire. Donc, c'est toujours utile de comprendre un peu comment ça marche les chiffres parce que toujours est-il, quand je veux faire parfois passer un projet, aussi beau soit-il, faudrait que tu puisses, mettons, mettre de l'avant les différents incitatifs financiers pour encourager les gens à adopter le projet. Ah, on n'échappe pas aux chiffres. Non, jamais. Parce que c'est environnement, c'est vert, tout ça, tu penses que... Et puis, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut jouer en environnement, comme les analyses de sol, ou bien l'analyse d'échantillons d'eau usée, ou bien l'analyse d'une substance quelconque. Mais tout, ça donne toujours, en tout cas, une certaine base pour pouvoir comprendre pas mal de choses. Et dans le fond, ayant fait un bac en comptabilité qui n'a rien à voir avec l'environnement et aller faire une maîtrise en environnement, est-ce que tu as eu des difficultés en particulier dans la compréhension des concepts ou toute autre difficulté, hein, genre, c'est quoi que le challenge? C'est sûr qu'au début, quelqu'un qui a eu, par exemple, un background en environnement déjà ou en biologie, par exemple, va être plus à l'aise avec les concepts, comprendre certaines définitions, plus que, mettons, moi qui venais d'administration, où tu avais des gens qui venaient de partout, tu avais des gens qui venaient de euh, ressources humaines, tu avais la géographie encore, parfois on peut retrouver certains concepts qui vont être similaires, mais tu avais de l'ingénierie là-dedans, des ingénieurs aussi là-dedans, tu avais des historiens aussi là-dedans. Donc, ça fait que à la base, c'est sûr que tu vas avec, je dirais, un léger désavantage, mais je l'appellerais même pas ça un désavantage parce qu'on te donne tous les outils pour te mettre à jour, là. Donc, côté concept et définition, compréhension de ce genre de choses-là, j'ai pas trouvé ça compliqué parce que c'est sûr que au début, eux, quand ils entendent, par exemple, un professeur parler de ça, ils savent directement. Mais toi, en écoutant, après tes cours, en lisant aussi rapidement, tu comprends rapidement la chose, là. C'est rien de sorcier. Là où j'ai eu plus de difficultés, moi, personnellement, c'était, avant moi, j'avais quand même, je rédigeais beaucoup avant, j'aimais bien rédiger. Mais quand j'ai fait mon bachelor, je rédigeais pas tant que ça. On était plus dans des états financiers, des bilans et tout. Fait qu'on on rédigeait pas tant que ça. Quand on rédigeait, c'était parfois pour des projets ou d'autres cours connexes, parfois de marketing, de management. On n'allait pas nécessairement en profondeur. Mais à la maîtrise, c'était vraiment, quand on faisait des projets, c'était vraiment des projets où tu avais beaucoup de rédaction. Donc, j'ai dû, on va dire, réapprendre à retrouver mes marques par rapport à la rédaction. Donc, réapprendre à bien, on va dire, rédiger un texte pour être sûr que la lecture se fasse de manière aisée et tout, soit agréable à lire, plus ce genre de choses-là. Et même ça, j'ai pas eu du mal en tant que tel là. C'est juste que j'ai dû, comme me réadapter à ça, par exemple. Alors, ta maîtrise, c'était pas option recherche, hein, c'était option cours, stage. Et puis, tu n'as pas dû rédiger en anglais, c'était vraiment en français. Exact. C'était vraiment une maîtrise de type cours. Et puis, j'avais juste les cours, mon stage aussi. Et non, je pense pas avoir dû rédiger des documents en anglais. Quoique, très souvent, tu peux te retrouver dans des situations où, pour des recherches que tu as pour des projets et tout, tu vas tomber sur pas mal de ressources pertinentes qui sont en anglais. Donc, je dirais, même si je n'ai pas rédigé en anglais, j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques qui étaient en anglais, par exemple. On en a parlé avec Fabrice en plus. Fabrice, c'est mon interviewé pour le doctorat en économie que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps. Et la grosse majorité des articles pertinents sont en anglais. Donc, il faut mettre ça en tête. L'anglais, c'est super important en toute chose. Hein. C'est C'est vrai. à l'aise avec ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est toujours un plus d'avoir l'anglais en plus dans les langues parlées. Mm. Et dans le fond, quand tu t'en allais pour faire ta maîtrise en environnement, est-ce que tu savais c'était quoi les débouchés? Est-ce que tu savais
quel genre de travail tu pouvais obtenir après ta maîtrise. Ben là, je m'en viens à c'est quoi les perspectives, c'est quoi les débouchés avec une maîtrise en environnement, en fait. J'avais une idée là-dessus. Parce que c'est des points dont j'ai discuté aussi, justement, quand je te parlais de la conseillère avec laquelle j'avais parlé auparavant et tout, c'est des points qu'on a Mhm. abordés. J'avais une petite idée de ce que ça pouvait être. C'est que mais on va dire, c'est vraiment, vraiment large là. On peut se retrouver dans Tout beaucoup autour partout. Ouais. c'est ça, de cas différents. Ouais. Par exemple, tu peux te retrouver dans une entreprise, tu vas être en charge de tout ce qui va toucher à l'environnement. Tu peux très bien te retrouver dans une municipalité et puis là, tu vas travailler sur les politiques environnementales où tu peux être membre des patrouilles qu'ils font parfois pour vérifier si tout est conforme et tout. Tu peux te retrouver au ministère aussi de l'environnement, Mhm. provincial comme fédéral, pour travailler sur différents programmes aussi. Fait qu'il Mhm. y a vraiment, vraiment on va dire, des débouchés différents. Tout comme tu peux être dans des entreprises qui offrent des services de consultation aussi, comme un peu moi, mon cas, par exemple. Donc, c'est vraiment, vraiment, il y a un éventail varié. Et puis, je te dirais que avant de commencer ma maîtrise, j'avais une petite idée, mais je te dirais qu'au cours de la maîtrise et même après, je me suis rendu compte encore plus c'est ça, les différents débouchés qu'on pouvait avoir. Et dans le fond, c'est quoi toi, ça ressemble à quoi tes tâches de conseil? C'est assez varié. Mettons, typiquement, une journée, elle peut aller, ça peut aller sur différents axes. Je prends un exemple. Nous, on travaille avec les normes ISO. Fait que tu as ISO 14000 par exemple en environnement. Tu as ISO 9000 en qualité. Tu as ISO 45000 aussi pour la santé et sécurité. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les normes ISO. Et pour expliquer un peu le système normatif ISO, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans une autre vidéo, mais J'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas c'est quoi. OK, je prends un exemple. Mettons que tu as une entreprise au Canada qui est certifiée, par exemple, on va me dire ISO, et qui veut faire affaire avec une entreprise au Mali, par exemple, qui est certifiée ISO aussi. Mhm. Mhm. Je parle du même ISO là. Mettons qu'on prenne ISO 14000 qui est environnement et de l'autre côté aussi, ils ont ISO 14000. C'est comme un système de normes internationales qui donne un certain gage de crédibilité à l'entreprise. Donc, l'entreprise A qui va faire affaire avec l'entreprise B en se basant sur le fait qu'elle est vraiment certifiée ISO, elle, elle sait que l'entreprise est obligée de respecter un certain nombre de critères parce qu'elle a cette certification ISO-là. Donc, logiquement, elle s'attend à ce que l'entreprise soit conforme d'une certaine façon à plusieurs, on va dire, attentes. Donc, on va dire que c'est comme un système qui facilite plus euh, c'est ça, un système de normes internationales qui facilite plus, on va dire, la compréhension et la coopération, mettons. Mhm. OK. Donc, fait que nous, on travaille pour revenir à mes tâches que je fais. On travaille avec les normes ISO. Donc, par exemple, on peut avoir à monter un système justement de gestion environnementale pour une entreprise. Donc, ça va être de euh, prendre les spécificités de l'entreprise et monter le système, donc rédiger tout ce qui va être comme, il va avoir comme procédure, instructions qu'il faut respecter, les différents outils pour les accompagner au day-to-day dans leur gestion environnementale. Il y a ce volet-là. Il y a aussi le volet suivi des exigences légales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait pour s'assurer de toujours être au parfum des changements qu'il y a sur le plan légal. Parce qu'une autre tâche qu'on fait, ça, c'est plus du terrain. On va faire des audits et ISO pour s'assurer, par exemple, qu'une entreprise respecte les différentes normes, les différents points de la norme ISO. Mhm. Et aussi des audits plus légaux. Ça va être vraiment basé sur le cadre réglementaire qui va s'appliquer à l'environnement. Donc, bien sûr, pour auditer une entreprise sur les règlements qui s'appliquent, il faut être au courant de tout ce qui change
Donc, je peux me retrouver à avoir des tâches où je fais le suivi des changements légaux. Et comme je disais tantôt aussi, on va sur le terrain aussi souvent pour des audits. Et il y a d'autres tâches aussi. Ça peut être vraiment tout ce dont un client va avoir besoin, là, qui va toucher l'environnement. Est-ce que, à quelle fréquence tu voyages en fait? Je sais que les consultants voyagent beaucoup, mais est-ce que ça s'applique à toi? Euh, ouais, il voyage vraiment beaucoup, j'avoue. J'avoue que dernièrement, avec le Covid, ça a moins bougé, mais habituellement, au minimum, je dirais, au minimum une fois par mois, au minimum. Et ça, c'est moi dans mon cas, mais pour d'autres personnes, par exemple, dans mon équipe, ça peut aller à, je te dirais, au minimum une fois par semaine. Il y a des périodes où ça va être des mois où ça va être chaque semaine que la personne va être, on va dire, à l'extérieur et tout, là. Fait qu'il y Mhm. a, c'est vrai que on voyage beaucoup quand même. Et dans le fond, il y a quand même, il peut y avoir un bon côté comme un mauvais côté. Le bon côté, c'est que tu t'es frais payé par la compagnie, l'hôtel, la nourriture, que tu restes dans la ville où le client est basé, tu fais ton travail. Si c'est pas une ville paumée, ben, tu peux visiter. Il y a des choses à voir. Mais je dirais qu'habituellement, il n'y a pas le temps de visiter. Ah Habituellement, ouais. habituellement, c'est sûr que ça peut arriver que, par exemple, en fin de journée, vous allez vous retrouver à travailler un peu et puis à prendre un verre rapidement et puis continuer et tout quand vous avez fini l'audit. Mais je te dirais que de manière générale, ça va être vraiment plus, on va dans la ville ou à l'entreprise. Et ça, parce que c'est des grosses journées aussi. On va commencer de la matinée et jusqu'à, je sais pas, jusqu'à la descente, on va se retrouver là-bas. Après ça, ça va être d'aller à l'hôtel, peut-être prendre un certain temps et puis après, continuer à travailler parce que, mettons qu'on fasse un audit sur 3, 4 jours, il faut compiler les différentes données qu'on a pour être sûr de ne rien oublier, être sûr de les passer en revue à la fin. Voilà, donc, ça fait que les soirs aussi, on doit travailler. Donc, ça fait que tu vois que ça va pas nécessairement te laisser le temps Ouais, le temps de d'aller. visiter en tant que tel là. Mais reste que en allant, par exemple, manger le soir, vous pouvez très bien marcher dans la ville et tout, un peu, ce genre de choses-là. Ça, c'est tout à fait possible. Mais dans le fond, tu penses que tu mets combien de travail dans ça par semaine environ? Je sais que ça dépend Euh, aussi du projet, mais c'est ça dépend vraiment des, des périodes et tout. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus achalandées que d'autres. Mais je dirais, en moyenne, c'est 40 heures. ouais. En moyenne. Donc, c'est pas un boulot qui est trop stressant, ça va. C'est quoi les difficultés que tu rencontres sur le terrain? Ben, les difficultés qu'on rencontre, c'est vraiment important de pouvoir s'adapter quand même. Tu vois, il y a les changements, comme je te parlais, les changements réglementaires et tout. Déjà, tu vois, quand tu t'habitues à une norme ou un règlement et qu'elle change, tu dois comme te mettre à jour là-dessus. Donc, ça fait que la manière dont tu l'évaluais n'est plus la même. Donc, tu dois te réadapter à ça. Ça, c'est une difficulté, mais que moi, je considère, ça fait partie de la beauté de la chose aussi, parce que ça ne reste pas figé, ça évolue, et puis tu apprends de nouvelles choses aussi. Donc, moi, je prends ça comme quelque chose de positif. Et puis, l'autre difficulté que tu peux avoir, c'est vraiment de t'adapter à l'entreprise là où tu vas, en fait. Parce que tu peux très bien te retrouver sur des cas que tu n'as jamais vus ailleurs. C'est toujours, ça peut être des inédits. C'est des affaires, par exemple, tu tombes sur une situation, mettons, tu n'as jamais encore croisé ça quelque part là. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Donc Mhm. là, tu vas prendre ça. Tu ne peux pas prendre une décision nécessairement immédiatement là-dessus. Donc, tu vas prendre le cas, euh, amener ça en équipe, discuter, essayer de contacter les différentes autorités compétentes pour avoir plus d'informations là-dessus et puis pouvoir, mettons, comme
donner une réponse satisfaisante au client. Là. Fait que ça, ça fait partie des challenges, mais comme je dis, pour moi, ça fait partie de la chose. Là. Mais comment tu sais que c'est satisfaisant? Comment tu sais que la solution que tu as offerte à ton client, en fait, c'est la bonne? Mais déjà parce que tu prends le temps de t'informer correctement avant. Et aussi, souvent, quand le client est satisfait, il va revenir vers nous. Et parfois, il va même le dire, par exemple, aussi. Hein. Ça vous est Donc, déjà arrivé qu'un client soit revenu dire, vous là, vous m'avez donné une mauvaise solution, ça n'a pas marché. euh, pas à ma connaissance, vraiment pas à ma connaissance, en tout cas. Vraiment pas. Vraiment pas. Parce que de toute façon, ce qui se passe aussi, c'est que le client, on lui propose quelque chose, mais on reste toujours disponible pour lui aussi. Ça fait que on est toujours à l'écoute. Donc, quand, mettons, on lui propose une idée, une solution, on est toujours disponible s'il a besoin d'appui là-dessus. Là. Donc, si on lui dit quelque chose, il a besoin de plus de détails, de plus d'appui là-dessus, il peut toujours revenir avec ça. Et qu'on reste toujours disponible. C'est quoi les aspirations salariales? Je dirais que de, de base, ça va varier beaucoup selon les entreprises et puis l'expérience. Ça, c'est un peu comme partout. Ça va tourner autour de, je dirais, à l'entrée entre 40-50. Et puis après, je dirais, ça peut évoluer tu peux aller jusqu'à 80-100, je dirais, selon les entreprises dans lesquelles tu travailles. Et Ça là, varie, ça va. ton Et nombre d'expérience aussi. tes années d'expérience et aussi tes, comment dire, ta performance aussi. Parce que si tu es quelqu'un de très bon, c'est sûr que plus tu es bon, plus tout le monde plus vite aussi. Là. C'est ça. Okay. Vas-y. Un point que je peux rajouter, par exemple, qui est Mm. pertinent, parce que dans mon domaine, en tout cas, parce que souvent, quand tu fais de l'environnement, tu peux te retrouver à faire aussi de la santé-sécurité. Donc, je Mhm. dirais que quelqu'un qui veut travailler en environnement, ce serait, selon on va dire justement le type de carrière qu'il veut avoir, c'est très pertinent d'avoir des connaissances en santé sécurité aussi. Je sais Mhm. il y a pas vraiment beaucoup de formations là-dessus qui s'offraient selon les dernières connaissances que j'avais. Mais je pense que de plus en plus, ça vient. Fait que quand tu aspires, en tout cas, à travailler en environnement, c'est très bon aussi d'avoir on va dire, une bonne connaissance de la santé-sécurité. C'est sûr qu'il y a des types de carrières pour lesquelles ça va pas être pertinent, par exemple. Ouais. Donc, j'espère que de manière générale, en tout cas, j'ai donné assez d'informations à des gens que ça intéresserait d'envisager une carrière en environnement. Et puis, ça me fait beaucoup plaisir de participer à ton émission, en tout cas. Et puis, Ah. c'est ça. Voilà. Ok, en tout cas, c'est moi qui te remercie, franchement. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec mon audience. C'est sûr, non, tu as donné vraiment beaucoup d'informations. C'était super sympa. Donc, c'est ça. Plaisir.